tous, je vous retrouve pour la vidéo habituelle du dimanche matin qui vous présente les lectures que j'ai eues durant la semaine. Alors cette semaine a été assez productive au niveau de la lecture, j'ai lu plein de choses, donc j'ai plein de choses à vous dire pour aujourd'hui. Voici ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il y a tout ça, j'ai vraiment lu un petit peu de tout, j'ai eu des très bonnes lectures, d'autres un petit peu moins, mais je vais vous parler de tout ça directement. Je commence par celui-ci qui est Dans les pas de Jane, qui est un petit livre dont le sujet est Jane Austen. C'est vraiment un très joli livre, on a le devant ici, le dos comme ceci, et en fait c'est un petit livre qui nous conduit à la découverte de Jane Austen. C'est vraiment une agréable balade en Angleterre. C'est une invitation au voyage pour les fans de Jane Austen, mais également pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent mal. Il n'y a aucune contre-indication à ce sujet. Moi, je ne suis pas une spécialiste spécialement de Jane Austen. J'ai lu deux livres, Orgueil et préjugés et Raison et Sentiment, si je me souviens bien. Donc ici, on a un petit peu de tout. On va avoir des informations retraçant sa vie, sa famille. On va aussi avoir les informations des places, des lieux où elle s'est rendue, où elle a habité. Il y a un peu de tout, c'est fait de façon très ludique, c'est pas lourd comme lecture. On a pas mal d'illustrations, donc je vais vous montrer. On a des pages comme ceci avec des informations un petit peu différentes concernant les portes. On a aussi des informations, voilà, concernant des lieux où elle s'est rendue ou des lieux qui ont été utilisés pour la réalisation des films racontant ses œuvres. On a vraiment un petit peu de tout. C'est vraiment fait d'une chouette façon, c'est très original. Hop, on a encore des pages comme ceci. Donc c'est un petit livre qui s'articule. Je l'ai lu en plusieurs fois, donc j'ai vraiment... je me suis vraiment laissée flâner au fil des pages. C'est vraiment un chouette ouvrage. Si vous aimez Jane Austen, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Prenez celui-ci, c'est vraiment une agréable découverte pour ma part. Ensuite, nous avons celui-ci qui est Meurtre et Muffin aux myrtilles, le tome 3 de la saga des enquêtes d'Anna Swenson. Je vous ai parlé précédemment, donc dans les autres vidéos, du tome 1 et du tome 2 que j'ai lu il y a vraiment pas très longtemps. Donc j'ai continué sur ma lancée avec celui-ci, le tome 3. J'aime vraiment beaucoup cette série, ce Cozy Mystery. Donc on est toujours à Eden Lake, qui est la ville où habite Anna Swenson et sa famille. Donc il y a également sa sœur Andrea et leur mère. Et le carnaval d'hiver va commencer apparemment dans cette ville. C'est vraiment un événement très important. Donc il y a beaucoup de préparatifs qui tournent là autour. Tout le monde s'affaire à ces préparatifs. Et cette année, le clou du spectacle, c'est qu'il y a la venue d'une vedette d'une émission de cuisine vraiment très très connue qui va venir sur place pour en fait signer son nouveau livre de recettes. Mais évidemment, il y a un mais, un crime va chambouler cet heureux événement et Anna et sa sœur, donc Andrea, vont de nouveau faire un petit tandem pour découvrir ce qui s'est passé et mener l'enquête en toute discrétion évidemment, étant donné que Andrea est la femme de Bill, le shérif, le policier de Eden Lake. Donc elles sont censées vraiment se faire discrètes, surtout que c'est devenu un petit peu une habitude que Anna enquête. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est toujours aussi bon que les précédents, c'est toujours dans la même lignée, dans la même optique, mais moi j'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup ces histoires tournant dans cette petite ville avec comme personnage principal Anna. Donc c'était vraiment une très très chouette lecture, je l'ai dévorée, c'est vraiment excellent. Et comme d'habitude, on a aussi les petites recettes de cuisine qui sont intercalées dans les chapitres, donc vraiment très agréable. Je conseille si vous connaissez, si vous ne connaissez pas,
lisez-les, ils sont vraiment excellents. Passons ensuite à celui-ci, c'est un petit roman que j'ai lu extrêmement vite, je l'ai lu en une soirée je pense, c'est Une sirène à Paris. Ça faisait un petit moment, mais pas si longtemps que ça, que je l'avais acheté et là j'ai eu envie de le découvrir. À l'arrière, l'histoire semblait vraiment très intéressante, donc ça parle d'une sirène. Les avis c'était un conte magique, une poésie dans nos vies, ce genre d'avis qui était positif, donc je l'ai lu d'une traite. Au niveau de l'histoire, nous sommes à Paris en 2016, donc c'est il n'y a pas très longtemps, et la scène est en crue, la situation est vraiment difficile à gérer étant donné qu'il y a plusieurs disparitions qui sont signalées du fait de la crue de la Seine, et on va suivre le personnage de Gaspard qui un jour va être guidé par un chant assez surprenant, et en suivant ce chant il va découvrir une sirène blessée. Donc il va essayer de la secourir et finalement il va décider que la meilleure solution c'est de l'emmener chez lui et de la placer dans sa baignoire pour essayer de l'aider. La sirène, elle va lui apprendre que sa voix est mortelle, donc c'est en fait une arme qu'elle a élaborée, qu'elle a pu mettre au point pour tuer les humains afin qu'ils tombent amoureux et qu'ensuite leur cœur explose avec le trop-plein d'émotions. Gaspard, lui, il pense que rien ne peut lui arriver par rapport à ça, étant donné qu'il a eu vraiment le cœur brisé il y a quelque temps. Donc à ce niveau-là, il pense qu'il ne peut plus rien lui arriver. Donc c'est un conte sympathique. Moi, ça m'a fortement rappelé deux ambiances. Dans un sens, il y avait l'ambiance du dessin animé Un monstre à Paris, avec la Seine en crue, la Seine qui déborde, ce côté un petit peu dramatique, et également les références à la musique qu'il y a également dans ce livre. La seconde référence, c'était le film Splash, que moi j'ai vu quand j'étais enfant, avec aussi cette histoire d'une sirène qui va débarquer dans la vie du personnage principal. Donc moi ça m'a semblé assez familier entre ces deux références. C'est pas une mauvaise lecture, mais j'ai pas non plus été super emballée, super emportée dans cette histoire de sirène. Ça se lit, c'est fluide, ça se lit tout seul, mais voilà, ce sera pas une lecture qui va me laisser un souvenir impérissable. Ensuite, nous avons celui-ci qui est Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin dont je vous avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente, étant donné que c'était ma lecture en cours. C'est écrit par Laure Dargelos, on est aux éditions Rivka pour ce livre. Je l'ai terminé, donc je peux un petit peu plus vous en parler. Donc au niveau de l'histoire, nous sommes dans un petit village qui s'appelle Demi-Mot, et c'est une ville, un village qui repose en fait sur un manuscrit inachevé, donc qu'une femme a écrit mais qu'elle n'a pas terminé, et le texte est resté comme ça inachevé depuis des années. Et les habitants ont comme travail, comme but d'entretenir, de réparer constamment, sans relâche, le texte de ce manuscrit. Et cette tâche est vraiment très importante car elle garantit en fait l'existence du village, donc de Demi-Mot. Et on va suivre dans cette lecture le personnage de Prospérine, virgule, point, qui est une jeune fille qui est différente des autres habitants. On voit qu'elle est un petit peu à part, même beaucoup à part. Elle ne s'occupe pas de l'entretien du texte, elle a choisi une autre voie. Elle tient une boutique de plantes, des plantes de toutes sortes qui sont un petit peu particulières. Et elle voit vraiment la vie en couleur, contrairement aux autres personnes du village. Elle est un petit peu excentrique, on va dire. Elle adore ses plantes, elle adore les couleurs, elle met des vêtements colorés. Elle a une coiffure avec des petits macarons. Et au niveau de ses plantes, c'est un petit peu des plantes... pas magiques, mais disons qu'elles réagissent, qu'elles ont des réactions, qu'elles sont assez vivantes. Et on parle notamment de ces trompettes à pétales qui ont un caractère bien affirmé. Il ne faut pas trop les embêter, il faut être très respectueux aussi avec elles. Donc voilà, on a ce petit monde, et un jour, il y a un événement qui va sortir de l'ordinaire, étant donné que
Prospérine va découvrir dans sa boutique un cadavre. Donc chose très inhabituelle, et au même moment on va avoir aussi un autre événement, c'est que la ville donc de Mimo va faire face à une catastrophe. Le texte inachevé va commencer à se détériorer sans raison apparente, donc c'est vraiment un gros problème. Et là on va suivre l'aventure de Prospérine qui, avec le personnage d'Honoré, qui est un personnage qui a vécu à Demi-Mot pendant sa jeunesse, mais qui maintenant est parti à la capitale et qui mène une vie complètement différente. Donc c'est un citadin de la capitale, il a un caractère assez hautain, assez désagréable, et ce duo assez improbable va mener l'enquête pour découvrir ce qui se passe exactement. Donc il y a deux choses à découvrir, évidemment le meurtrier et le pourquoi le pourquoi de l'assassinat de ce personnage, de ce cadavre qu'elle a retrouvé dans sa boutique, et ça va également les mener à découvrir pourquoi Demi-Mot se détériore de façon inexpliquée. Leurs pas vont évidemment les porter jusqu'à la capitale, et là ils vont faire face à une série d'aventures assez sympa. C'est vraiment une très chouette découverte. J'ai beaucoup aimé cet univers qui est très original. Il y a une grande imagination. Le personnage de Prospérine, j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage attachant. Honoré est au début désagréable, hein, mais ça évolue. Donc ça va évoluer dans le bon sens par la suite au rythme de la lecture, donc ça c'est plutôt sympa aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, et la mise en page est vraiment super originale. Il y a des dessins dedans, par exemple, je vais vous montrer. Donc on a des pages, voilà, qui sont avec des effets noir et blanc. On a des dessins de personnages qui vont apparaître aussi comme ceci. On a l'agencement du texte qui va être variable. Donc ici par exemple, ça va former la lettre Z. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc c'est à chaque fois une découverte aussi au niveau de la mise en page. C'est vraiment super agréable. Hop, je vous montre encore ceci. Donc c'est vraiment un très très chouette livre. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'univers. Ça se lit très très vite. J'avais commencé... à mon aise, j'avais lu un petit peu, et finalement en une après-midi j'ai terminé, je pense, les trois quarts du livre qui me restait à lire. Donc j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est vraiment très très sympa, très original. Passons au policier avec Le Train Bleu de Agatha Christie. Ici, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune et j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est super chouette, c'est du Agatha Christie. Au niveau de l'histoire, donc à bord du train, ce train bleu qui relie l'Angleterre et la Côte d'Azur, un meurtre va être commis. C'est en fait la fille d'un riche homme d'affaires américain qui va être retrouvée morte dans sa cabine. Alors on va se rendre compte que cette affaire, elle est loin d'être simple et qu'il existe plusieurs suspects. Hercule Poirot va, à la demande du père de la victime, se mettre à la recherche de l'assassin. Je n'en dis pas plus parce que c'est pas nécessaire, mais c'est vraiment une très très bonne lecture. Je l'ai lu super vite, ça se lit tout seul, il y a un peu plus de 200 pages, donc il n'est pas hyper gros, mais j'ai vraiment été prise par le rythme de lecture, je l'ai vraiment dévoré, c'est fluide, c'est vraiment aussi très agréable de retrouver le personnage d'Hercule Poirot que moi j'aime vraiment beaucoup. Il est toujours au top et dans cette enquête également. Donc je recommande si vous ne connaissez pas. Pour ma part, c'est un très très bon livre, c'est une très très bonne lecture. Nous passons à celui-ci qui est La Maison des Voix de Donato Carisi. Aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier livre que je lis de cet auteur, donc c'est une découverte à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire, on est à Florence, hein, c'est actuellement, donc on est à cette époque-ci, et on va suivre Pietro Gerbert, qui est un psychologue pour enfants. Il est surnommé l'endormeur d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'hypnose pour parvenir à soigner, à aider ces jeunes patients. Donc il fait que les enfants. Et un jour, il va être contacté par une collègue australienne
qui lui demande de recevoir une de ses patientes qui s'appelle Anna, qui est une femme qui vient d'arriver en Italie. Donc au départ, il n'est pas chaud étant donné que c'est une adulte qui ne travaille pas avec les adultes, mais sa collègue lui explique que cette femme pense qu'elle a tué son petit frère durant son enfance et que donc elle essaye de débloquer tout ça pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Et il est intrigué par cette histoire et il va accepter de recevoir cette femme malgré le fait que ce soit une personne adulte. Et ils vont commencer l'exploration du passé de Anna via l'hypnose. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'histoire, mais la découverte de cet auteur, c'est vraiment une très belle découverte. D'ailleurs, j'ai acheté un autre livre de lui qui est le Chuchoteur, qui m'a été également conseillé. Apparemment, c'est une suite de 4 livres. Donc, tellement j'ai été emballée par cette lecture-ci, j'ai eu envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé la thématique abordée, donc toute cette histoire autour de l'hypnose. C'est une histoire qui est vraiment bien menée. Le roman est addictif aussi, celui-là, je l'ai vraiment dévoré. On n'a pas envie de s'arrêter, on a envie d'enfiler les chapitres les uns à la suite des autres. Le récit vraiment tient le lecteur en haleine jusqu'au dénouement final. C'était vraiment excellent, j'ai adoré. Ensuite, il y a ce manga qui est Moriarty. C'est le tome 1, donc c'est le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers les yeux de Moriarty. C'est vrai qu'on connaît vraiment très bien Sherlock Holmes, disons qu'il est plus souvent mis en avant, c'est un personnage qui nous semble familier d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai été intéressée par l'idée de un petit peu changer ça et se focaliser plus sur son ennemi juré, on va dire, hein, qui est Moriarty. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, c'était vraiment très très bien. On est à la fin du 19e siècle, on est en Angleterre évidemment, hein. On est dans la famille des Moriarty et le frère aîné qui s'appelle Albert, c'est le fils du comte Moriarty qui est vraiment révolté contre le système qui est actuellement en place. Donc, sur lequel toute la société repose. Il trouve qu'il y a des injustices, il ne comprend pas aussi la différence entre les classes, le fait qu'on traite les gens différemment selon leur statut, qu'eux ils aient plein d'avantages et de droits parce qu'ils viennent d'une famille noble, parce que leur père est comte, qu'ils ont une richesse des territoires et que les personnes voilà, qui sont paysans, fermiers, marchands, ils n'aient pas les mêmes droits, les mêmes avantages. Enfin, ils trouvent qu'il y a vraiment un déséquilibre qui est trop important et qui semble en fait normal aussi à tout le monde. Aussi bien les nobles, les riches, trouvent que c'est normal qu'ils aient cette vie, qu'ils aient ce statut, qu'ils aient tous ces avantages. Et de l'autre côté, les personnes qui sont moins riches ou qui sont dans la misère, c'est aussi ancré dans les mentalités comme quoi c'est normal qu'eux, ils aient entre guillemets droit à rien ou à pas grand-chose. Et en fait, cette famille de nobles a adopté 2 jeunes enfants, 2 frères, qui étaient dans un orphelinat. Donc ils les ont adoptés pas parce que ce sont des gens généreux, mais simplement parce qu'apparemment c'était bien vu d'adopter des miséreux, hein, par rapport aux autres nobles, aux autres riches. Donc ces 2 jeunes enfants, ces 2 frères sont un petit peu malmenés dans cette famille. Il y a juste le frère aîné, donc Albert, qui a vraiment un intérêt pour eux. Il se rend compte que ces 2 frères, et notamment le plus grand des 2, pensent comme lui. Donc il considère aussi qu'il y a des inégalités, qu'il y a des injustices et qu'il faut changer tout ça. Donc qu'il faut rendre justice d'une façon ou d'une autre. Ils vont se liguer donc tous les 3 et se lancer dans un projet très ambitieux dont le but final c'est vraiment d'apporter une paix et une justice, un équilibre dans le pays. J'ai vraiment bien aimé. Ça se lit tout seul, c'est vraiment très très bien fait.
On a beaucoup d'informations au niveau des personnages, donc du personnage d'Albert, qui est l'héritier du comte, l'héritier aîné du comte. Et alors les deux jeunes enfants, donc les deux frères, les deux orphelins, c'est vraiment le plus grand qui est la tête pensante. Le cadet suit plus son grand frère. Mais la psychologie et le caractère, les caractères des personnages sont vraiment assez approfondis, vraiment bien travaillés. J'ai beaucoup aimé et je poursuivrai très certainement cette série. Je trouve ça intéressant cette idée de ces trois jeunes gens qui vont élaborer un projet d'être comme des redresseurs de tort, des justiciers des malheurs des personnes. Donc c'est vraiment très très sympathique. C'est mieux dans ce sens-ci, comme ça vous verrez la couverture. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Comme manga, ça s'annonce très bien en tout cas. Le dernier livre que j'ai lu cette semaine, c'est celui-ci. Je l'ai terminé hier soir. Donc c'est Les sorcières de Pendle. C'est de Stacey Holtz. Et ici on est aux éditions Pocket. Alors, de cet auteur, j'avais lu précédemment L'orphelinat de Fonlink que j'avais vraiment adoré. C'était un coup de cœur. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'était au mois de février ou peut-être début mars, je ne me rappelle plus. Mais j'avais vraiment adoré cette lecture et c'est ça qui m'a décidé à choisir ce livre-ci comme lecture de cette semaine. C'est parce que j'avais tellement bien aimé la façon d'écrire de cet auteur et cette histoire que j'avais envie de retrouver un petit peu ce style, cette ambiance. Alors c'est pas du tout la même histoire, c'est une histoire qui est complètement différente, donc c'est pas lié de près ou de loin à l'orphelinat de Fonlink. Ici on se trouve en 1612 et on va suivre le personnage d'une jeune fille, une jeune châtelaine de 17 ans qui s'appelle Fleetwood et qui a donc une vie de châtelaine, elle a un confort certain. Son souci, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Elle a été mariée très jeune à son mari, avec lequel a priori elle s'entend assez bien, mais elle a déjà fait plusieurs fausses couches et il y a une pression qui commence à s'installer pour qu'elle puisse donner un héritier à son époux. Elle réalise un jour qu'elle est à nouveau enceinte et elle décide de vraiment faire tout pour mener cette grossesse à son terme et pouvoir donner un enfant à son mari. Elle va croiser, donc le hasard va mettre sur son chemin une jeune fille qui s'appelle Alice Gray et qui est une sage-femme. Donc elle connaît des plantes médicinales, elle a plein d'astuces comme ça et elle va lui demander de l'aider en fait à mener à bien sa grossesse. Et cette jeune fille, cette Alice, pour elle représente son dernier espoir. Le souci, c'est que à ce moment-là, il y a un gros procès qui va s'ouvrir, un procès ayant pour thème la sorcellerie. Donc apparemment, il y aurait un souci de sorcellerie à Pendle et il y a beaucoup de femmes qui sont suspectées comme étant des sorcières. C'est vraiment un très très grand groupe. Il y a une dizaine de femmes qui sont soupçonnées de sorcellerie. Le souci évidemment, c'est que Alice fait partie de ces suspects parce qu'elle va être accusée comme beaucoup de femmes qui sont érudites, qui sont indépendantes ou qui ont un avis qui est différent de l'avis général, tout simplement. Ces femmes sont donc suspectées de sorcellerie. Du coup, Alice risque le bûcher, comme toutes ces autres femmes, et Fleetwood va vraiment faire tout ce qui est possible pour sauver Alice du procès, de cette fin réservée aux sorcières. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. J'avoue qu'au début, c'est pas que j'ai eu du mal à entrer dans la lecture parce que l'écriture est bien, c'est fluide, j'apprécie le style, mais au début on parle vraiment pendant un assez long moment du personnage de Fleetwood, donc qui est la jeune fille
On nous explique sa vie, ses conditions de vie, les difficultés qu'elle a eues pour concevoir un enfant, les fausses couches qu'elle a eues précédemment, toutes ses angoisses aussi, parce que c'est une toute jeune fille, elle a été mariée très très jeune, et il y a une pression énorme qui sont sur ses épaules par rapport à cet héritier qu'elle est censée donner à son mari. Elle n'est pas aidée parce qu'elle a des pressions qui viennent de toutes parts aussi, de sa famille, de la part de son époux, de la part de la famille de son époux. Enfin, c'est vraiment une situation qui est vraiment très très difficile à supporter. Il y a aussi des explications, des informations sur cette vie de châtelaine où on pense que voilà, elle a de l'argent, elle est châtelaine, sa vie doit être un paradis, mais en fait c'est pas aussi simple parce qu'en tant que femme, voilà, elle n'a pas une position très importante malgré tout, malgré son statut. Donc voilà, il y a aussi cet aspect qui nous est bien expliqué dans le livre, et c'est vraiment ensuite quand Alice débarque dans sa vie et quand il y a toutes les histoires qui tournent autour des sorcières et de cette histoire de sorcellerie dans le village de Pendle, que ça commence à devenir vraiment addictif, où là l'histoire avance, là il y a un rythme un petit peu plus rapide au niveau de l'histoire. Donc ça j'ai vraiment bien apprécié on va dire la seconde partie, quand tout se met en place, quand tout s'agence. J'ai vraiment adoré les personnages aussi, le style de Fleetwood qui au départ a l'air d'être une petite jeune fille un peu naïve, un petit peu enfin elle est un peu mise de côté. Tout ce qu'elle a à faire, c'est mettre un enfant au monde, mais c'est pas que ça. C'est un personnage qui va évoluer, c'est un personnage qui est extrêmement courageux. Elle va devoir un peu plus s'affirmer, elle va pas hésiter à prendre des risques également. Le personnage d'Alice aussi, qui a eu sa part de misère, qui a eu beaucoup de problèmes aussi, qui a toujours des problèmes, étant donné que par le simple fait qu'elle soit, c'est pas qu'elle soit savante, mais qu'elle ait des connaissances tout simplement au niveau de la médecine, au niveau des plantes, ben directement elle est cataloguée comme étant une sorcière. Donc c'était vraiment ces deux personnages qui sont très attachants. On se rend compte qu'ils sont aussi liés. En tout cas, Fleetwood, elle s'accroche vraiment tellement qu'elle est désespérée. Elle s'accroche à Alice parce qu'elle pense que c'est la seule personne qui pourra la sauver. On comprend clairement que ces deux personnages féminins, qui sont des personnages féminins très forts, sont liés. Donc elles ont toutes les deux besoin l'une de l'autre, et on voit vraiment toute la force de cette relation dans ce récit. J'ai vraiment adoré. C'est un livre qui, en tout cas moi, qui m'a dans un sens chamboulé. Ça raconte bien aussi les difficultés à cette époque qu'avaient les femmes qui, si elles sortaient un petit peu du, entre guillemets, droit chemin, qui avaient une petite once d'indépendance, étaient directement cataloguées comme sorcières, et nul n'est à l'abri. Donc c'est pas parce que on a ces femmes avaient aussi un statut différent. Ça pouvait être aussi bien des paysannes que des femmes un peu plus élevées au niveau de la société. Dès que la pensée qu'elles avaient, les paroles qu'elles avaient, ou simplement leur attitude pouvait être dérangeante, eh bien il y avait un risque qu'elles soient accusées de sorcellerie d'une façon ou d'une autre. Donc ça met bien, on est bien dans cette ambiance où simplement le fait de vivre pouvait être un danger, tout simplement. Et ici, à l'avant, il y a une très belle phrase qui explique tout ça, qu'on comprend évidemment à la fin. C'est: être une femme est le plus grand risque qui soit. Mais en fait, ça résume tout ce livre. C'est vraiment une superbe lecture. Je sais pas, peut-être que je le préfère même davantage à l'orphelinat de Fonling, que j'aime toujours autant, qui est un coup de cœur, mais peut-être que celui-ci est un niveau au-dessus. Donc je suis très contente d'avoir pu le découvrir, d'avoir pu le lire. C'est vraiment un très 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 bon roman. Voilà, ça c'est tout pour mes lectures de la semaine. Alors je vais vous parler des lectures que je suis en train de faire. Pour l'instant, je lis
celui-ci, donc j'ai un peu changé de registre. Donc on se trouve avec Aliénor, qui est un livre de Amaury Venot. C'est aux éditions Les Moissons. C'est un livre historique, enfin la base est historique. J'ai commencé, j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai lu une centaine de pages, mais il y en a 400, quelque chose comme ça. Oui, un peu plus de 400. Et pour l'instant, mon avis est assez mitigé. Donc au niveau de l'ambiance, on se retrouve en France et on va suivre le personnage d'Aliénor. On apprend que son mariage avec le roi de France vient d'être annulé. Aliénor va donc regagner ses terres. Elle va être accompagnée de deux de ses oncles et elle va être accompagnée de quelques hommes, évidemment, pour la protéger et faire ce voyage. Et pour l'instant, ce dont j'ai lu, c'est que dans le courant de son voyage, elle va passer par plein de dangers, étant donné qu'apparemment, le sport national, c'est que les autres hommes de la noblesse, les barons, les comtes et tout ça, risquent en fait de la kidnapper à tout moment pour la forcer à les épouser. Donc là, elle fait cette traversée, ce voyage. Elle doit faire attention aux pièges qui sont mis sur son chemin pour éviter qu'elle se fasse attaquer, kidnapper. Bref, c'est un petit peu délicat et c'est apparemment très compliqué qu'elle puisse arriver chez elle. Et donc voilà, j'en suis là. Elle vient d'arriver chez elle et là, elle va un petit peu réfléchir à son statut et avec qui elle pourrait éventuellement faire une alliance, étant donné que maintenant, suite à l'annulation de son mariage, apparemment, c'est un très bon parti. Elle devient le plus beau parti d'Europe. Son royaume est riche et prospère. Donc, elle va un petit peu décider de ce qu'elle va faire à ce niveau-là. J'ai lu jusqu'ici et je suis mitigée dans le sens où j'ai lu une centaine de pages et pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est son voyage. Donc, elle a quitté le roi de France, enfin, en tout cas, ils ont divorcé, donc elle est partie et elle revient chez elle. Donc, 100 pages pour juste un voyage. Alors, il se passe des choses, bien sûr, étant donné qu'il y a eu des pièges sur sa route, qu'ils ont été attaqués, que voilà, elle est devenue la proie plus ou moins des autres nobles afin de pouvoir faire une très bonne alliance. Mais j'espère que la suite, il se passera quand même un peu plus de choses, un petit peu plus de choses palpitantes. Hein. C'est aussi assez lourd comme lecture. Moi, les 100 premières pages, je ne les ai pas lues sur le livre. Je l'ai mis sur ma liseuse parce qu'au niveau de la mise en page, je trouve que c'est quand même pas hyper agréable. Voilà, c'est des petits caractères et le texte est quand même assez fort, rapproché. Je trouve que c'est une lecture qui est assez lourde quand on regarde ici les pages. C'est un livre de poche, mais par exemple pour Les Sorcières de Pentel, c'est pas aussi serré. Hein. C'est quand même plus aéré au niveau du texte. Donc j'ai décidé de le lire sur ma liseuse pour justement avoir un confort au niveau de la lecture. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des livres historiques ne doit absolument pas commencer avec celui-ci, à mon sens, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup d'informations. Quand on croise un personnage, on va expliquer tous ses noms, tous ses titres, presque toute sa généalogie. Il est fils de machin, fils de bidule, neveu par alliance de Pierre-Paul Jacques. Enfin, il y a quand même beaucoup d'informations. C'est compliqué de bien se situer aussi au niveau des personnages parce qu'on rencontre beaucoup de personnages qui ont plein de noms, plein de statuts, toute la généalogie derrière qui est expliquée. Donc voilà, il faut s'accrocher. C'est un livre où il faut absolument être concentré dans sa lecture. Ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, il y a des informations.
Il y a quand même des informations hein, sur les personnages historiques. Donc ça peut aider aussi. Et j'avais vu qu'il y avait hop, ceci, la généalogie simplifiée des ducs d'Aquitaine. Donc on a ceci qui peut aussi un petit peu nous guider. On a les comtes, la même chose pour les comtes d'Anjou, les rois de France et Angleterre, Blois et Champagne. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. Voilà, c'est une lecture un peu différente d'habitude. J'ai déjà lu hein, beaucoup de livres historiques de ce style, que ça parle, en tout cas avec une base historique, que ce soit sur les thématiques des Templiers, que ce soit l'Égypte, Rome, ici on est en France, donc, mais je dois quand même m'accrocher dans celui-ci. Donc je vais voir comment ça se passe par la suite. J'espère que ce sera un petit peu plus léger. Et que l'histoire sera un petit peu plus développée. Hein. Donc ça je verrai. J'ai déjà vu que c'était le premier tome. Ici c'est noté saison 1, La Reine Amoureuse. Je pense que c'est une trilogie. Il me semble que c'est ce qui était mis à la fin. Parce qu'à la fin on a donc dans les petites annexes, hein, outre les généalogies et tout ça, la bibliographie, on a un résumé du tome 1, on a résumé du tome 2, résumé du tome 3, donc je pense que ce sera une trilogie pour le coup. Donc je verrai bien. Je vais le continuer et j'espère que je pourrai vous en dire un petit peu plus pour la semaine prochaine. Un autre livre que j'ai commencé, c'est celui-ci, j'ai pas pu attendre, je l'ai acheté la semaine passée ou même cette semaine, je sais plus. Je l'ai commencé tout de suite, je suis vraiment pas très loin. Donc évidemment c'est l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. J'ai lu tous ses livres, je les ai tous adorés, vraiment. C'est à chaque fois, moi c'est une valeur sûre, quand c'est Joël Dicker, je n'hésite pas, je fonce et j'achète. Pour l'instant je ne suis pas avancée très loin, je suis à la page 43, donc je ne vais pas vous en parler parce que page 43 ça ne sert à rien, mais je pense le terminer dans le courant de la semaine qui vient et je vous en parlerai évidemment dans la prochaine vidéo. Ça, c'est pour mes lectures en cours. Je vais vous parler également d'un service presse que j'ai reçu. Je suis très contente. C'est celui-ci qui est un Cozy Mystery qui m'a été envoyé par Sarah Rosette. C'est Meurtre au manoir d'Archly, qui est une série Cozy Mystery que je ne connais pas. Et qui m'a été proposée. Donc évidemment, j'ai accepté avec plaisir de découvrir cette saga. Ça parle d'un meurtre au sein de la haute société. Une lady détective brillante saura-t-elle démasquer l'assassin avant qu'un innocent ne porte le chapeau? Au niveau de l'ambiance, on est à Londres hein, dans les années 1923. C'est indiqué ici, un roman policier au cœur des années folles. Donc moi, ça m'interpelle. Je pense que ça peut être très sympa. Donc je vais essayer de le caser dans mes lectures assez vite pour pouvoir le découvrir et vous en parler davantage. Voilà, c'est tout pour mes lectures. Les lectures de la semaine, les lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.